les choses bougent et changent, mais pas tous. Par exemple, les amis restent les mêmes. Moi, j'ai changé quelques parties dans mon texte, dans mon intervention en PowerPoint, mais pas beaucoup. Quelle est finalement la différence entre les nuages et la terre? Je n'aimais pas vraiment l'intitulé en anglais, Need be some surplus plots in the cloud. Donc, est-ce qu'on a besoin encore de l'espace dans les nuages? Nous avons ce texte qui a plus de 30 pages. Quand je l'ai écrit à la fin, je n'ai même pas eu plus d'énergie après les 30 pages, mais après les organisateurs m'ont ordonné de raccourcir mon texte, donc je préparais quelque chose de plus bref. Et ce nouveau document, ma nouvelle intervention, n'a plus de 8 pages. Après, je préparais une certaine rotation qui est inclue dans ce programme et aussi la présentation. Donc, j'espère que cette intervention, grâce à cette présentation sur la transparence, sera beaucoup plus intéressante pour vous. Permettez-moi donc de lire quelques pages. Je veux poser tout d'abord la question à vous. Est-ce que le nuage n'est pas juste quelque chose redondant, de la boue? C'est la première question. Quelque chose qui se répète. Et je pourrais vous présenter 5 différentes scènes. Comment interpréter la notion de la critique d'art? Comment elle se différencie du travail des commissionnaires d'art? Comment elle est différente des formes traditionnelles? Et en même temps, quels sont les nouveaux éléments dans le monde de l'art oriental? La scène numéro 1. L'île de Lego représente le labyrinthe pour les autres. Moi, j'ai parlé avec le président de l'AECA Corée et il m'a parlé des différents sujets dont il s'intéresse, y compris le sujet des labyrinthes. Et l'art, la création d'art, la création artistique, est-ce que cela pourrait représenter une forme de labyrinthe? Si oui, le critique devrait avoir cette obligation, cette obligation de nous faire sortir de ce labyrinthe. Donc, ce qui représente l'île de Lego pour une partie du monde, pour l'autre partie, cela peut représenter un certain labyrinthe. Nous, en vivons dans un monde numérique à l'ère contemporaine. Donc, souvent, on voit le système de l'anxiété spéléologique comme les prisonniers dans une cave de Platon, une certaine Otakuskau sur une île qui est entourée par la mer numérique. Otaku. Nous connaissons beaucoup de contes, beaucoup de métaphores de la mer digitale comme une île. Voilà, c'était la première scène que je voulais vous montrer. Et puis, on a aussi 3 révolutions. La révolution industrielle, où on est passé de la tradition de l'agriculture traditionnelle à la révolution de l'industrie. Puis on est passé dans le monde de la révolution numérique, donc le numérique, et dans le cadre des sciences informatiques, nous avons des études bioniques
ainsi dites, qui ont créé des neurones artificiels, des réseaux de neurones artificiels, c'est comme ça qu'on appelle ce type d'intelligence artificielle. Donc nous avons la tendance à créer cette intelligence artificielle à travers une symbiose. Nous parlons ici de formes de art à travers Internet ou de art bionique. Et je pense que cela est aussi le futur, la vision du futur de la production artistique de ce type, c'est-à-dire à travers la symbiose bionique. Je vous donne un exemple. Il y a un artiste de Taïwan, une femme artiste, Ling Pei Chuen, elle s'appelle, et elle a préparé ce type d'œuvre d'art. Il s'agit d'une œuvre créée en laboratoire, dans un laboratoire où les jeunes artistes sont invités pour regarder le projet, pour admirer le projet. Et l'œuvre s'appelle La révélation du clone de Ève. Donc, c'est une clonation génétique. On dit comme ça. Il s'agit d'une exposition faite à Taïwan et comme vous voyez, on utilise une image ou des images qui montrent une Ève numérique. Les artistes, les commissaires et les critiques ne devraient pas éviter ces thèmes. Il s'agit de thèmes comme la protogénèse ou les formes post-biologiques de vie. Comme vous voyez, nous vivons déjà dans un monde qui est post-humain. C'est-à-dire dans un monde où on vit dans le corps, on a des organes, mais en même temps, nous sommes reliés à nos ordinateurs et nous faisons une division, c'est-à-dire nous avons une division entre nos organes, nos sensations, et comme si on reliait, on connectait ce nouveau monde digital et notre corps aux technologies, à tout ce qui fait partie des technologies. C'est pour ça que j'appelle ce monde post-humain. Et voilà. Donc nous pouvons nous imaginer ce futur, le futur de la nouvelle Ève digitale, d'une nouvelle super génération, comme vous voyez ici sur les images. Et il s'agit de l'artiste dont on a déjà parlé, qui a fait le clone de Eva. Et juste hier, ici ensemble avec vous, j'ai vu à la Galerie nationale slovaque ici à Bratislava. C'était une rencontre très intéressante. Après, je suis allé en hôtel, j'ai allumé la télé et j'ai vu à la télévision BBC où le journaliste en parlait d'une souris qui a une oreille humaine sur le dos. Donc les artistes dans le laboratoire ont réussi à mettre une oreille sur le dos d'une souris. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose qu'elle a fait cette artiste. Donc c'est une vision artistique. Donc l'art est devenu réalité. Alors notre question est laquelle? Dans une époque où on a la mondialisation, on a la possibilité de cloner la race humaine à travers la biotechnologie. Bien sûr, elle est interdite, mais on peut le faire et personne ne voudrait bien le faire parce qu'il s'agit de quelque chose de non éthique, il s'agit de quelque chose qui peut aussi détruire la civilisation humaine. Donc nous, on refuse de faire ça, mais
il y aurait des situations critiques, dramatiques. Et donc, l'artiste, le commissaire, le critique, tout le monde devrait, d'une certaine façon, agir d'une manière dramatique. Donc, pour que ces choses ne se passent pas. Et on a regardé aussi à la télé, il n'y a pas longtemps, l'image d'un jeune artiste qui vit en Chine et qui a créé un nouveau-né sur le front. Et voilà, donc il s'agit aussi d'une copie du point de vue artistique d'un original qui exprime la crise dans le monde artistique. Voilà, cela était la deuxième scène, la première scène, et maintenant on passe à la deuxième scène qui s'appelle Pas de monade, pas de vie nomade. Moi, je dis que maintenant nous sommes des monades nomades, parce que si on pense à la philosophie, surtout à la philosophie occidentale, Leibniz a écrit un livre qui s'appelle Monadologie, et lui, il décrit qu'est-ce que c'est une monade dans son livre. Et notre esprit et aussi notre corps est formé par des substances qui contiennent des monades. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes des monades nomadiques. La vie nomade est une vie qui est globalement influencée, où nous remplissons certains espaces vides avec du contenu. Et comme Heidegger dit, nous faisons partie de ce monde parce que, et pour ça, les gens aujourd'hui voyagent un peu partout dans le monde, et donc ils sont des nomades. Ils ont la possibilité de voyager dans le monde moderne, et je dis ça surtout dans le cas des artistes en tant qu'individus. Et eux, ils devraient toujours avoir la possibilité d'être des monades nomadiques. Quand ils essayent d'une certaine façon de participer à des projets, ils font des demandes et puis ils arrivent à cette dimension nomadique, c'est-à-dire ils arrivent à considérer cette monade nomadique dans sa matérialité et à travers aussi une interactivité de diffusion. Voilà, c'était une définition de la deuxième scène. Et maintenant, je vous donne encore une autre métaphore. Je vous montre l'endroit des ruines. C'est-à-dire que chaque personne vit dans une ville de ruines. Et là, on découvre plusieurs bois, plusieurs rues. Je pense que les ruines sont un peu partout, surtout dans les alentours de notre corps et aussi à l'intérieur de notre corps. Donc aussi dans la conscience des présentations. Mais il s'agit plutôt d'une question phénoménologique dans laquelle maintenant on ne peut pas parler. Et nous vivons donc pas seulement dans des ruines, comme des gens, comme des hommes, des êtres humains, mais nous avons aussi des critiques comme Bauman qui dit que nous, on est reliés, mais on est des étrangers à l'intérieur de notre corps. Donc, nous savons que nous devons être amical, nous savons que nous devons être dans une ville où tout le monde habite, et dans le monde de l'art, nous devrons agir d'une façon positive et pas négative. Et en ce qui concerne les différences entre nous, je propose
je propose une chose, et voilà, c'est-à-dire là, d'étudier l'état des ruines dans leur chronologie. Pourquoi je dis ça? Parce que nous vivons dans le monde de la mondialisation, dans le monde numérique, et nous vivons ensemble avec des monstres, avec des créatures qui habitent avec nous, comme Léviathan numérique, Behemoth numérique ou Ziz numérique. C'est des images qui viennent de la mythologie de plusieurs peuples, le Léviathan qui vient de la Bible ou Behemoth, Ziz d'autres cultures. Et voilà, c'est des monstres numériques. Nous pouvons nous imaginer que tout le monde, toute la planète est un Léviathan numérique qui nous attaque. Et nous perdons notre esprit, notre énergie, nous perdons notre énergie contre ce monstre. Voilà, nous avons l'impression d'être reliés à nos amis, mais en réalité, la réalité est que nous sommes loin, nous sommes isolés. Il s'agit donc d'un monde numérique qui nous fait souffrir. Et maintenant, je vais éliminer quelques images que j'avais préparées parce qu'on n'a pas trop de temps, mais on peut passer à parler de la technique mnémonique, des études des sciences qui étudient le cerveau, qui s'appellent comme le GPS, les trackers, la tractographie dans la médecine, la télématique, la cybernétique, la syncrétique, la communication à distance et les mass médias en général. Il s'agit de phénomènes qui sont connectés avec le monde actuel que nous connaissons. Nous avons une certaine impression que ces technologies influencent notre vie. Nous sommes des fois énervés et quand nous avons des problèmes de santé, nous réagissons très mal. Je dirais ça, une forme de agoraphobie. Qu'est-ce que ça veut dire agoraphobie? L'agoraphobie est la peur de se retrouver au dehors et à l'intérieur d'un réseau. Au moins, c'est ma définition du mot agoraphobie. Et au moment présent, nous n'avons pas une agoraphobie, mais une cyberagoraphobie. À Taipei, on est en train d'organiser une exposition biennale dans un musée où le commissaire a donné le titre de Monstre moderne. Monstre moderne, vie moderne. C'est quelque chose de très intéressant. Vous pouvez la trouver soit en y allant personnellement ou par Internet en vous informant. La quatrième scène, nous savons que nous sommes des monades nomadiques. Nous vivons dans un monde digital, numérique, et à travers les réseaux et à travers les instruments, chaque jour, nous essayons de trouver notre voie. Et voilà, c'est le Léviathan numérique dont j'ai déjà parlé et qui crée une hégémonie. C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous comme un trou noir, quelque chose qui nous regarde comme un grand frère qui nous contrôle et qui peut nous punir quand nous faisons quelque chose de mauvais. Comment ça apparaît dans l'état actuel de l'art, ce qu'on appelle cloud computing. C'est quelque chose qui aujourd'hui est très utilisé, très populaire. On en parle beaucoup dans le monde, aussi dans le monde de l'art. Il y a l'hégémonie des mass médias d'un côté, et il y a aussi ça touche aussi de quelque façon qui n'est pas seulement ici sur la Terre, mais aussi dans le nuage, dans le ciel. Donc voilà comment le nuage arrive jusqu'à nous. Cloud, donc le mot cloud qui veut dire nuage, et cloud computing
est un nouveau modèle de distribution, un système de distribution des réseaux qui font partie de la technologie moderne. Mais à différence du grid, cloud computing signifie la possibilité de faire opérer ensemble plusieurs modèles et plusieurs programmes. Donc quand on parle de l'hégémonie des masses médias, on voit qu'il y a une force, une capacité de nous contrôler à travers l'argent, à travers les organisations, et à travers les artistes, les commissaires, les commerçants, les marchands d'œuvres d'art, etc. Ici, nous vous montrons dans cette présentation d'autres images qui montrent encore mieux ce que je viens de dire. Et à Taïwan, à l'ICA de Taïwan, nous avons une conférence régionale qui s'appelle Aucune limitation Surface Interface. Et voilà, je vous invite à la visiter. Et maintenant, la toute dernière scène, le tout dernier point, il s'agit des territoires en plus, donc ce qu'on appelle en anglais surplus plots. Donc là, on peut parler de places qui sont en plus, donc d'une esthétique grise entre le blanc et le noir. Hier, on a visité des bâtiments historiques. Nous avons aussi entendu les mots de plusieurs présentateurs et on a parlé aussi de cloud computing. Au centre, nous voyons un monde virtuel qui est comme s'il était à l'envers. Et ça, on peut le définir un trou noir. Quelque chose qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc toute la planète, c'est comme si elle était à l'envers. C'est ce qu'on appelle un lieu blanc. Donc nous trouvons quelque part au dehors, dans les angles, dans les coins de cette formation. On a encore d'autres images, mais j'ai dit tout ce que je voulais dire. Mais je voulais dire une dernière chose, que Taïwan n'est pas Taïwan, mais d'après cette logique, Taïwan est Taïwan. Quelque chose qui n'est pas quelque chose devient quelque chose. Voilà, c'était mon point. Et maintenant, je vais vous donner cette liaison. C'est pour ça que des fois, je dis ça d'une façon ironique, mais voilà, il faut reconnaître que le Homo relinquo est quelqu'un qui vit derrière, à l'arrière, par rapport à quelque chose. C'est des fois aussi la situation des critiques et des artistes. La question est de trouver la bonne voie, la bonne route. Bien sûr, ce n'est pas facile. Ce qui est important, c'est de ne jamais sortir de cette route. Peut-être même si nos priorités sont différentes. Donc c'est tout de ma part. Je voudrais répéter encore une fois que je suis ravie de pouvoir participer à ce congrès. Merci beaucoup à Tsai Railis de son intervention. Monsieur Elkins, n'hésitez pas à poser votre question. Merci. Je voudrais poser une question concernant... Je suis là. La théorie. Où se trouve cette théorie? Dans votre intervention, vous avez utilisé et mentionné plusieurs théories, Bennett, Jacob et les autres, qui se théorétisent en ce qui concerne l'identité
dans le cloud computing, la réalisation du cyborg, du post-humanoïde, de l'homme robotique. Tout cela est concentré sur un objet, mais les théoriciens comme vous ont approprié cette théorie. Est-ce qu'on pourrait prendre votre théorie et de la distribuer, de la diffuser? Encore une fois, la différenciation entre cette panoplie de théories post-humaine, pétriche, post-humaine, post-robotique, etc. Donc le contraste entre cette théorie et les théoriciens qui créent cette théorie. Tout cela englobe cet ensemble. Je ne sais pas si les théoriciens diffusent eux-mêmes la théorie. Est-ce que vous voulez vraiment la réponse à votre question? Oui, si c'est possible, je serais ravie. Cet espace numérique, ce cyberespace, c'est une nouvelle notion dans la théorie. On le trouve dans la cinématographie, ce monde virtuel. Mais dans le monde réel, peut-être qu'on va pas rencontrer un cyborg, peut-être à part Madame Orlan. Si elle me permet de l'interpréter de cette façon, parce qu'elle a déjà fait un essai, un pas envers un cyborg. Est-ce que vous avez encore des questions? Vous focalisez sur le cloud computing et sur les nouvelles médias. Est-ce que vous avez pris en considération aussi l'influence révolutionnaire au niveau conceptuel, au niveau mondial, la production et la distribution, les lieux blancs, puis l'influence de la presse 3D, tridimensionnelle, ce qui nous mène au scénario écrit en 1959 par un metteur en scène. Il s'agit finalement d'une conte où il a proposé, ce metteur en scène, sa théorie. Et je pense que cela est lié avec la production de l'industrie des drogues. Donc, je sais que c'est le domaine où le monde artistique devrait réagir d'une façon à cette nouvelle théorie. Donc, je serais content de discuter avec vous après si vous en êtes d'accord. Merci de votre présentation, de votre intervention, de vos questions.